Hier importateur quasi total, le pays ouvre des zones technologiques de défense, installe des ateliers, des presses hydrauliques et des logiciels de contrôle qualité, et confie à des ingénieurs locaux, souvent formés à l'étranger, l'adaptation de technologies à un terrain sahélien exigeant. En parallèle, les chaînes sortent munitions, fusils, drones et véhicules blindés, mois après mois, à coûts mieux maîtrisés, pour couper la dépendance. Mais que gagne-t-on si Ibrahim Traoré tient ce pari national? Et que perdons s'il échoue demain? Cette histoire promet plus qu'un simple récit industriel. Elle propose de comprendre comment un choix de défense peut transformer une économie, une gouvernance et une position géopolitique. L'enjeu est collé clair, en une ligne: moins dépendre, produire localement, décider plus vite. Derrière cette promesse, le risque est symétrique. Investir massivement dans une industrie militaire peut détourner des ressources rares, exposer des sites sensibles et attirer des pressions extérieures, surtout dans un Sahel instable. Pourtant, rester dépendant signifie subir retard, coûts imprévisibles et vulnérabilité stratégique permanente. Ce que le Burkina Faso tente n'est donc pas une optimisation marginale, mais un changement de paradigme. Accepter une zone d'incertitude aujourd'hui pour réduire une fragilité structurelle demain. La question n'est pas seulement de savoir si les usines produisent, mais si le pari crée un cercle vertueux durable ou un fardeau difficile à soutenir. La rupture n'est pas symbolique, elle est mesurable. Entre 2022 et 2024, les importations militaires du Burkina Faso ont chuté d'environ 73%, libérant des centaines de millions auparavant absorbés par des fournisseurs étrangers. Ce basculement rapide révèle une chose essentielle. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la dépendance n'a pas été aménagée, elle a été attaquée frontalement. Avant 2023, la situation était presque figée. L'armée burkinabé dépendait quasi entièrement d'équipements importés, avec des délais de livraison imprévisibles et des coûts élevés qui pesaient lourdement sur le budget national. Chaque retard affectait directement la capacité opérationnelle du pays, renforçant une vulnérabilité stratégique chronique. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré a posé un diagnostic simple mais radical. Tant que l'armement resterait importé, la souveraineté resterait théorique. La réponse a pris la forme d'un projet industriel inédit à l'échelle nationale. Des zones de développement technologique ont été créées, accueillant des ateliers capables de produire munitions, fusils, drones et véhicules blindés. À Kouougou et dans d'autres régions, des ingénieurs burkinabés, souvent formés à l'étranger, ont adapté les technologies aux contraintes locales. Presse hydraulique, chaîne de montage et logiciels de contrôle qualité ont marqué le début d'une montée en compétences progressive. Les premières productions étaient modestes, parfois imparfaites, mais suffisantes pour enclencher une dynamique. En quelques mois, des milliers d'unités sortaient chaque mois des lignes de production. Ce rythme, encore limité, a néanmoins permis de réduire rapidement les achats à l'étranger et de tester un modèle longtemps jugé irréaliste. À ce stade, le projet n'était plus une déclaration politique, mais une réalité industrielle naissante. Derrière les chiffres, le projet a d'abord pris corps à travers des trajectoires humaines et des effets immédiats, parfois discrets, mais concrets. Dans les ateliers nouvellement installés, des techniciens locaux ont dû apprendre à travailler selon des standards industriels exigeants, très éloignés des pratiques artisanales ou informelles. Beaucoup étaient jeunes, formés sur le tas, encadrés par quelques ingénieurs revenus de l'étranger, chargés de traduire des normes internationales en procédures adaptées aux réalités locales. Ces sites ne sont pas devenus opérationnels en un jour. Les premières semaines ont été marquées par des ajustements constants, des arrêts de chaîne, des contrôles qualité stricts et des taux de rejet élevés. Pourtant, chaque correction a produit un apprentissage rapide.
La fabrication de munitions a servi de point d'entrée avant l'assemblage de fusils, puis l'intégration progressive de drones et de véhicules blindés légers. Cette montée graduelle a permis d'éviter une rupture brutale tout en maintenant un rythme soutenu. Les effets se sont fait sentir bien au-delà des murs des usines. Autour des sites de production, des activités annexes ont émergé: transport, maintenance, logistique, restauration, services. Des familles ont vu leurs revenus se stabiliser et des jeunes, auparavant tentés par l'exode ou l'économie informelle, ont trouvé une perspective durable. Ce tissu économique naissant a donné au projet une légitimité sociale précoce. L'impact le plus immédiat reste toutefois stratégique. Produire localement, même à petite échelle, a réduit l'incertitude liée au retard d'importation et renforcé la continuité de l'approvisionnement militaire. En quelques mois, l'idée d'une industrie de défense nationale est passée du statut d'utopie à celui d'expérience tangible, encore fragile mais déjà structurante. Avant 2023, la chronologie était répétitive et contraignante. Les besoins militaires étaient identifiés, les commandes passées à l'étranger, puis venaient l'attente, les retards, parfois les livraisons incomplètes. Chaque étape exposait le Burkina Faso à des aléas qu'il ne maîtrisait pas. Ce cycle a été rompu lorsque, sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, un décret a acté la création de zones industrielles dédiées à la défense, avec un objectif explicite: produire localement, même imparfaitement, plutôt que dépendre totalement de l'extérieur. La phase de déclenchement a été rapide. Des terrains, des terrains ont été identifiés, des bâtiments réaffectés ou construits, et des équipements industriels importés de manière ciblée. Les premières lignes ont été conçues pour des produits jugés prioritaires: munitions et fusils, indispensables au fonctionnement quotidien des forces armées. Cette approche pragmatique a permis d'éviter une dispersion technologique et de concentrer l'effort sur ce qui pouvait être opérationnel le plus vite. Le moment de montée en tension est arrivé lorsque les premières séries sont sorties des chaînes. Les volumes restaient limités, mais suffisants pour tester l'ensemble du système: approvisionnement en matières premières, cadence de production, contrôle qualité et distribution. Les défauts étaient nombreux, les ajustements constants, et les équipes ont dû intégrer des standards industriels stricts dans un laps de temps très court. Cette période a marqué un basculement. L'État n'était plus seulement planificateur, mais pilote direct d'un appareil productif sensible. Le point culminant s'est produit lorsque la production locale a commencé à se substituer réellement aux importations. Les commandes à l'étranger ont été réduites, non par déclaration politique, mais par nécessité moindre. Cette transition a envoyé un signal fort, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. À l'interne, elle a renforcé la crédibilité du projet auprès des travailleurs et des institutions. À l'externe, elle a montré que le Burkina Faso était prêt à assumer une part de rupture avec les schémas traditionnels de dépendance. Les répliques de cette décision ont été multiples. Sur le plan économique, les flux financiers ont commencé à se rediriger vers l'intérieur du pays. Sur le plan organisationnel, l'État a dû mettre en place des mécanismes de suivi, d'audit et de contrôle pour éviter les dérives. Sur le plan politique, enfin, cette chronologie rapide a cristallisé le débat. Certains y voyaient une affirmation nécessaire de souveraineté, d'autres un pari risqué dans un environnement régional instable. À ce stade, la séquence n'est pas close. La chronologie reste ouverte car chaque étape franchie crée de nouvelles contraintes et de nouvelles attentes. Ce qui a commencé comme une réponse à une dépendance structurelle est devenu un processus évolutif, dont les effets continueront de se déployer bien après les premières lignes de production. Au départ, le Burkina Faso importait presque 100% de ses équipements militaires. 2 ans plus tard, la dépendance a reculé brutalement. Ce glissement chiffré
constitue le cœur du pari porté par Ibrahim Traoré, transformer une vulnérabilité structurelle en capacité interne mesurable, sans attendre une maturité parfaite. Un premier repère concerne la réduction des importations, évaluée à 73% entre 2022 et 2024. Ce chiffre ne signifie pas une autosuffisance totale, mais un basculement de la structure d'approvisionnement. Concrètement, moins de commandes à l'étranger ont été nécessaires pour couvrir les besoins courants, ce qui a réduit l'exposition au retard, aux fluctuations de prix et aux contraintes diplomatiques. Cette baisse est interprétée par les autorités comme un gain de temps et de prévisibilité opérationnelle, plus que comme une simple économie comptable. Un deuxième repère est l'emploi industriel, avec plus de 12 000 postes directs créés dans les ateliers et les secteurs associés. Ce volume reflète l'ampleur de la montée en charge, mais surtout la diffusion de compétences techniques dans un tissu économique jusque-là peu industrialisé. Chaque emploi correspond à une chaîne de valeur élargie: formation, maintenance, logistique et services périphériques. L'effet n'est pas seulement salarial, il modifie la trajectoire professionnelle de milliers de jeunes, désormais insérés dans des filières techniques formelles. Un troisième repère concerne les recettes fiscales, en hausse de 18% dans le périmètre lié à l'industrie de défense. Cette progression s'explique par l'activité des sites de production, la formalisation des emplois et la réduction de la fuite de capitaux liée aux importations. Pour l'État, ces recettes supplémentaires offrent une marge de manœuvre budgétaire permettant de financer d'autres politiques publiques sans accroître la dépendance à l'aide extérieure. Ici, le chiffre sert d'argument central pour justifier l'arbitrage initial en faveur de l'investissement industriel. Ces trois mesures, prises ensemble, dessinent une trajectoire plutôt qu'un aboutissement. Elles indiquent que le projet a dépassé le stade de l'intention pour produire des effets concrets et vérifiables. Toutefois, leur lecture l'exige de la prudence. Une baisse des importations ne garantit pas la qualité durable des équipements produits. Une création d'emplois rapide peut masquer des tensions sur la formation et la sécurité des sites. Une hausse fiscale ponctuelle ne préjuge pas de la rentabilité à long terme. C'est ici que la logique de suivi devient centrale. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, des audits réguliers et des contrôles qualité ont été mis en place pour rapprocher progressivement la production locale des standards internationaux. Les taux de rejet, initialement élevés, ont diminué à mesure que les équipes montaient en compétences. Cette évolution qualitative, moins spectaculaire que les chiffres bruts, conditionne la crédibilité future du modèle. En résumé, les données disponibles montrent un déplacement réel du point d'équilibre. Le Burkina Faso ne s'est pas affranchi de toutes ces contraintes, mais il a réduit d'une dépendance critique et créé des leviers internes. La question n'est plus de savoir si le changement a eu lieu, mais s'il peut être stabilisé et approfondi sans perdre les gains déjà enregistrés. Les critiques les plus sérieuses du programme se structurent autour de deux axes qu'il faut prendre au sérieux pour en mesurer la solidité. Le premier est sécuritaire. Produire des armes dans un environnement sahélien instable expose, selon les observateurs, à des risques accrus de détournement, de pillage ou d'usage illégal. Multiplier les sites industriels sensibles pourrait créer de nouvelles cibles et compliquer la sécurisation du territoire. À cela s'ajoute la crainte d'une prolifération régionale, dans une zone déjà marquée par des conflits internes et transfrontaliers. Dans cette lecture, une industrie d'armement locale, même contrôlée, augmente mécaniquement les vulnérabilités. Le second axe est économique et social. Certains analystes estiment que les ressources engagées auraient pu être orientées vers des secteurs jugés plus urgents, comme l'éducation, la santé ou les infrastructures civiles. L'argument est simple: chaque franc investi dans la défense est un franc qui n'est pas consacré à des besoins sociaux immédiats. À long terme, une industrie militaire trop dépendante des financements
publique pourrait devenir un fardeau budgétaire, surtout si la production ne trouve pas d'équilibre durable ou de débouchés régionaux. Ces critiques reposent sur des hypothèses plausibles, mais elles rencontrent une réponse structurée du côté des autorités. Le gouvernement soutient que la souveraineté sécuritaire est une condition préalable au développement économique. Réduire la dépendance aux importations permet de stabiliser l'approvisionnement militaire, de limiter les chocs externes et de libérer des marges financières réallouables. Dans cette logique, l'investissement initial n'est pas une fin en soi, mais un levier pour rééquilibrer des priorités longtemps contraintes par l'insécurité. Sur le plan sécuritaire, la réponse passe par des audits réguliers, des contrôles qualité et des dispositifs de surveillance renforcés autour des sites de production. L'objectif n'est pas d'éliminer le risque, mais de le rendre gérable et traçable. Sur le plan économique, les défenseurs du projet soulignent les effets d'entraînement, emploi technique, transfert de compétences et formalisation de filières industrielles utiles au-delà du seul secteur militaire. Dans cette confrontation d'arguments, Ibrahim Traoré a choisi une position assumée: accepter un risque contrôlé aujourd'hui pour réduire une fragilité structurelle demain. Le débat reste ouvert, mais il a changé de nature. Il ne porte plus sur la possibilité du projet, mais sur sa capacité à durer sans dériver. À ce stade, le programme a franchi un seuil qualitatif qui change sa nature. Ce qui était présenté comme une expérimentation industrielle est devenu un outil de pilotage stratégique, capable d'influencer des décisions budgétaires, sécuritaires et diplomatiques. La révélation tient moins au volume produit qu'à l'effet de levier créé. Produire localement a donné au Burkina Faso une marge de manœuvre qu'il n'avait jamais eue. Cette bascule apparaît lorsque la production commence à conditionner le calendrier militaire. Les forces ne planifient plus uniquement en fonction de livraisons extérieures, mais intègrent des capacités internes, même partielles, dans leurs projections. Cela modifie la gestion des stocks, la maintenance et la formation et réduit l'incertitude opérationnelle. En pratique, l'État passe d'une posture réactive à une posture d'anticipation. Sur le plan politique, cette évolution renforce la crédibilité du discours de souveraineté. Ibrahim Traoré ne parle plus d'un objectif futur, mais d'un processus déjà enclenché, avec des résultats observables. Cette réalité donne du poids aux arbitrages internes et limite la dépendance aux partenaires extérieurs dans les négociations sensibles. La bascule est aussi psychologique. Pour les travailleurs, produire ce qui était auparavant importé change le rapport à la compétence et à la responsabilité. Pour les institutions, cela impose une exigence nouvelle de gouvernance, de contrôle et de transparence. À partir d'ici, le projet ne peut plus être évalué comme une initiative parmi d'autres. Il devient un point d'inflexion durable. Les effets du programme ne se diffusent pas de manière abstraite. Ils se traduisent différemment selon les acteurs concernés. Pour l'État, la première conséquence est une capacité accrue de planification. La baisse des importations d'armement, mesurée à 73%, réduit l'exposition aux chocs extérieurs et améliore la prévisibilité budgétaire. Les économies réalisées, auparavant captées par des fournisseurs étrangers, peuvent être redéployées vers la maintenance, la formation et le contrôle qualité. Cette marge de manœuvre renforce la crédibilité des choix stratégiques portés par Ibrahim Traoré en donnant à l'administration des leviers internes plutôt que des dépendances subies. Pour les entreprises locales, le projet agit comme un catalyseur industriel. Les ateliers de défense tirent derrière eux des chaînes de sous-traitance, transport, logistique, métallurgie, maintenance, services techniques. Cette dynamique crée des débouchés stables et favorise la formalisation d'activités jusque-là fragmentées. À court terme, la dépendance aux commandes publiques reste forte,
Mais l'apprentissage industriel accumulé ouvre des perspectives de diversification vers d'autres secteurs manufacturiers. Le risque principal tient à la capacité de ces entreprises à maintenir des standards élevés et à éviter une spécialisation trop étroite. Pour les travailleurs et les ménages, l'impact est direct et mesurable. Plus de 12 000 emplois directs ont été créés, offrant des revenus réguliers et des trajectoires professionnelles nouvelles, notamment pour des jeunes auparavant exclus des filières industrielles. La formation continue et l'acquisition de compétences techniques renforcent l'employabilité au-delà du seul secteur militaire. Cette stabilité relative améliore les conditions de vie de milliers de familles et réduit la pression vers l'économie informelle ou l'exode. Toutefois, la pérennité de ces emplois dépend de la continuité des investissements et du maintien des cadences de production pour la région. Enfin, les conséquences sont plus ambivalentes. D'un côté, le Burkina Faso affirme une souveraineté accrue et se positionne comme un acteur capable de produire pour ses propres besoins, voire de coopérer techniquement avec des voisins. De l'autre, cette montée en puissance suscite des interrogations sur la prolifération et l'équilibre sécuritaire dans le Sahel. La perception extérieure oscille entre modèles d'autonomie et sources potentielles de tension, selon l'évolution des mécanismes de contrôle et de coopération. Pris ensemble, ces effets dessinent un tableau contrasté mais cohérent. Le programme ne bénéficie pas à un seul groupe. Il redistribue des capacités, des responsabilités et des risques. La question centrale devient alors celle de l'arbitrage. Comment amplifier les gains économiques et sociaux tout en limitant les externalités sécuritaires et diplomatiques? C'est sur cet équilibre que se jouera la suite du projet. À horizon de 6 à 12 mois, l'évolution du programme peut suivre trois trajectoires distinctes, chacune reposant sur des conditions précises plutôt que sur des promesses abstraites. Le scénario de base prolonge la dynamique actuelle. La production continue d'augmenter à un rythme maîtrisé, les importations restent durablement en retrait et les emplois existants sont consolidés. Les usines améliorent progressivement leur taux de rejet, sans atteindre encore une pleine compétitivité internationale. Dans ce cadre, l'État renforce les audits et la formation, et le projet devient un pilier stable mais encore coûteux de la politique de défense. Le scénario optimiste suppose une montée en puissance plus rapide. Les capacités atteignent un seuil suffisant pour couvrir l'essentiel des besoins internes, tandis que des coopérations régionales émergent, notamment pour la maintenance ou la formation. Les taux de rejet se rapprochent des standards d'industrie plus anciennes, et les recettes fiscales progressent à mesure que la chaîne de valeur se densifie. Dans cette hypothèse, le programme dépasse le cadre national pour devenir un levier d'influence régionale, renforçant la crédibilité industrielle et diplomatique du pays. Le scénario pessimiste, enfin, repose sur une accumulation de contraintes. Des tensions politiques, des pressions diplomatiques ou des difficultés économiques freinent les investissements et désorganisent les chaînes de production. Les sites fonctionnent dans sous-capacité, les coûts augmentent et les critiques sur l'allocation des ressources gagnent en visibilité. L'État serait alors contraint de rééquilibrer, voire de réintroduire partiellement des importations, réduisant l'ambition initiale sans pour autant revenir au statu quo antérieur. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les segments de production et les régions. Leur point commun est une variable clé, la qualité de la gouvernance industrielle. Sans contrôle rigoureux, transparence budgétaire et investissement continu dans les compétences, même la trajectoire la plus favorable peut se dégrader. À l'inverse, une gestion disciplinée peut amortir des chocs externes importants. La recommandation centrale n'est donc pas de parier sur un scénario, mais de raisonner en conditions. Si la formation suit, si les audits restent crédibles, si la sécurité des sites est assurée, alors la trajectoire s'améliore.
Sinon, les gains acquis risquent de s'éroder. La question devient alors stratégique. Quelles conditions le pays est-il prêt à garantir pour orienter l'issue la plus favorable? Pour les citoyens, l'industrie de défense reste souvent d'abstraite, mais ses effets se traduisent par des transformations concrètes du quotidien. Pour les ménages directement concernés, les emplois industriels offrent une stabilité rare dans un contexte économique incertain. Un salaire régulier, une formation technique et des perspectives d'évolution modifient les arbitrages familiaux, de l'éducation des enfants à l'accès aux soins. Cette sécurité relative ne supprime pas les difficultés, mais elle réduit l'exposition à la précarité immédiate. Pour les jeunes, l'impact est plus structurel. Les ateliers et centres de formation associés créent des trajectoires professionnelles nouvelles ancrées dans des compétences transférables. Apprendre à travailler avec des machines, des logiciels de contrôle ou des normes de qualité ouvre des portes au-delà du seul secteur militaire. À moyen terme, ces savoir-faire peuvent irriguer d'autres industries locales, de la métallurgie à la maintenance industrielle, élargissant le champ des opportunités. Pour les communautés locales, la présence d'usines transforme l'environnement économique. Des services apparaissent, des infrastructures se développent et l'activité génère un écosystème qui dépasse la production d'armement. Cette dynamique reste toutefois inégale selon les régions et dépend fortement de la capacité des autorités à accompagner les territoires concernés afin d'éviter des déséquilibres ou des tensions sociales. Enfin, pour l'opinion publique, le projet nourrit un sentiment ambivalent. D'un côté, la fierté de produire localement ce qui était importé renforce l'idée de souveraineté et de dignité nationale, souvent associée au discours porté par Ibrahim Traoré. De l'autre, des interrogations persistent sur les priorités budgétaires et les risques sécuritaires. Cette tension traverse la société et alimente un débat plus large sur le type de développement souhaité. Ainsi, l'impact citoyen n'est ni uniforme ni figé. Il évolue au rythme des résultats industriels, de la gouvernance et de la redistribution des bénéfices. Le projet devient alors un miroir. Il révèle autant les attentes que les limites d'un choix stratégique assumé. À ce stade, la consolidation du programme repose moins sur des annonces que sur une séquence d'actions coordonnées, mesurables et tenables dans le temps. D'abord, l'effort porte sur la qualité. Il s'agit de stabiliser les processus existants par des audits réguliers, des contrôles indépendants et une traçabilité stricte des productions. Sans ce socle, toute augmentation de volume risquerait d'amplifier les défauts plutôt que les gains. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette exigence est présentée comme non négociable car elle conditionne la crédibilité interne et externe du projet. Ensuite, l'effort porte sur la formation continue. Les compétences acquises lors de la phase de lancement doivent être approfondies et renouvelées. Cela implique des partenariats durables avec des institutions techniques locales, des programmes de montée en compétences pour les ingénieurs et des passerelles entre formation et production. L'objectif n'est pas seulement de produire aujourd'hui, mais de garantir une autonomie technique demain, capable de s'adapter aux évolutions technologiques sans dépendance excessive. Puis, l'effort concerne la sécurisation des sites et des flux. Protéger les installations, contrôler les stocks et encadrer la distribution des équipements sont des conditions essentielles pour limiter les risques de détournement et rassurer les partenaires régionaux. Cette dimension logistique et sécuritaire doit évoluer en même temps que les capacités de production afin d'éviter un décalage dangereux entre volume et contrôle. Après cela, l'effort vise la gouvernance financière. Les investissements publics engagés exigeant une transparence renforcée sur les coûts, les recettes et les retombées économiques. Des indicateurs clairs permettent d'arbitrer entre maintien, ajustement,
ou ralentissement de certaines lignes de production. Cette discipline budgétaire est présentée comme le moyen de prévenir une dérive où l'industrie de défense deviendrait un poids plutôt qu'un levier. Enfin, l'effort ouvre la voie à une coopération régionale ciblée, sans viser immédiatement l'exportation massive. Des collaborations en matière de maintenance, de formation ou de standards peuvent étendre l'utilité du modèle burkinabé. Pour Ibrahim Traoré, cette ouverture graduelle permettrait de transformer une initiative nationale en référence régionale, tout en conservant un contrôle étroit sur ses implications sécuritaires. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle fixe des conditions claires. Si elles sont respectées, le projet peut se stabiliser et gagner en profondeur. Si elles sont négligées, les progrès déjà réalisés risquent de s'éroder rapidement. Au début de ce récit, il y avait une idée simple mais lourde de conséquences: produire soi-même ce qui garantissait la sécurité du pays. Ce motif initial, longtemps perçu comme irréaliste, a pris corps dans des ateliers, des chaînes de montage et des parcours humains concrets. Les mêmes lieux qui accueillaient autrefois des infrastructures limitées sont devenus des espaces où se croisent d'apprentissage, exigence et responsabilité collective. Ce chemin n'a rien d'une trajectoire linéaire. Chaque progrès a été accompagné de doutes, de corrections et de tensions, rappelant que la souveraineté industrielle ne se décrète pas, elle se construit pas à pas. Ce qui frappe cependant, c'est la transformation du regard porté sur les capacités nationales. Produire localement n'est plus seulement un objectif politique, c'est une expérience vécue, avec ses réussites mesurables et ses fragilités encore visibles. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole figé que comme le catalyseur d'un choix assumé: accepter l'incertitude pour réduire une dépendance structurelle. Le pari n'est pas achevé et il peut encore vaciller, mais il a déjà déplacé une frontière mentale, celle qui séparait le possible du supposé impossible. Une phrase résume ce moment: la souveraineté commence quand l'attente prend fin. À l'issue de ce parcours, le projet burkinabé ne se réduit ni à des chiffres ni à une posture politique. Il pose une question plus large sur la manière dont un pays choisit de répondre à ses vulnérabilités, non par l'attente ou la délégation, mais par l'expérimentation et l'investissement interne. En ce sens, l'initiative portée par Ibrahim Traoré agit comme un révélateur. Elle montre ce que signifie assumer un risque stratégique pour tenter de transformer une contrainte durable. Pour les observateurs, ce cas invite à dépasser le jugement binaire succès ou échec. Ce qui compte, c'est la capacité à apprendre, à corriger et à maintenir un cap malgré les pressions. Pour d'autres pays confrontés à des dépendances similaires, l'expérience du Burkina Faso offre un cadre de réflexion, sans modèle, prêt à l'emploi ni recette universelle. La question finale reste ouverte et volontairement simple: dans votre propre contexte économique, industriel ou institutionnel, où se situe la dépendance la plus coûteuse? Et quelles actions concrètes, même imparfaites, pourraient aujourd'hui amorcer un déplacement réel plutôt qu'un discours répété? C'est souvent dans ces choix modestes mais assumés que commence une souveraineté durable.